Tout médecin est tenu d'exercer sa profession en toute indépendance. Le médecin définit personnellement les soins adaptés à son patient en fonction de la situation qui se présente à lui. L'indépendance professionnelle du médecin est un pilier de la déontologie médicale. L'indépendance professionnelle du médecin, nous en parlons cette semaine dans la rubrique Chez nous médecins avec professeur Norbert Ramdé, médecin légiste, président du Conseil national de l'Ordre des médecins du Burkina Faso. L'indépendance du médecin dans le cadre de la relation médecin-patient, c'est pour permettre au médecin d'utiliser uniquement son savoir-faire et son savoir-être pour pouvoir soigner son patient sans la pression, sans aucune pression extérieure possible. C'est lui qui décide de ce qui est bien pour son patient, puisqu'il a déjà discuté avec son patient, il a examiné, il a posé un diagnostic, et c'est lui qui identifie ce qui est bien. Et c'est juste cela qui compte dans le cadre de sa prescription et de son suivi, mais pas une pression extérieure qui vient modifier. Voici plus ou moins résumé ce qu'on peut entendre par indépendance du médecin. Dans la pratique, cela se matérialise au quotidien. Les médecins qui sont en consultation, chacun dans son bureau, aucun médecin ne reçoit des directives de qui que ce soit pour pouvoir soigner son patient. On ne reçoit pas de directives pour gérer nos patients. Et en plus de cela, c'est une obligation déontologique que nous devons de pouvoir respecter cette indépendance du médecin. Et on a un exemple, quand on prend comme exemple l'article 7 du Code de déontologie, dit que le médecin ne peut aliéner son indépendance professionnelle sous quelque forme que ce soit. C'est assez clair et clairement dit que le médecin ne doit pas aliéner son indépendance, quelle que soit, sous quelque forme que ce soit. Il doit toujours rester indépendant dans le cadre de sa pratique médicale. Si on veut rester toujours dans le cadre du code de déontologie, vous avez l'article 57. L'article 57 du code de déontologie, lui, il dit que l'exercice de la médecine dans le cadre d'un cabinet de groupe doit tenir compte également des règles particulières suivantes. Et pour la question qui nous intéresse, c'est que tous les membres du cabinet, il faut qu'ils observent le strict respect de l'indépendance professionnelle de chaque médecin. Ce n'est pas parce qu'ils se sont mis en groupe pour travailler qu'un médecin doit influer sur un autre dans le cadre de la prescription. Ils doivent respecter l'indépendance professionnelle de chaque médecin. Ça, c'est dans le cadre de la médecine de groupe, médecine privée, comme ce qui se pratique dans les cliniques privées. Les médecins qui sont dans les cliniques privées, certains des promoteurs de nos cliniques privées sont des médecins, mais ils n'interfèrent pas dans la pratique médicale des autres médecins qui interviennent. Quand les médecins se retrouvent ensemble pour discuter, c'est sur le plan scientifique, pour affiner un diagnostic, pour réorienter un traitement, mais ce n'est pas pour donner des directives qui peuvent empiéter sur l'indépendance d'un médecin. Il y a la médecine, la pratique médicale, il y a plusieurs volets. Donc ça, c'était, par exemple, j'ai pris un exemple dans le cadre de la médecine privée. Il y a aussi un exemple qu'on peut prendre dans le cadre de la médecine du travail, où ils ont d'autres raisons particulières dans le cadre du respect de l'indépendance
du médecin. Et c'est l'article 62 du Code de déontologie qui le dit. Il dit: le médecin peut, par dérogation à l'article 61, s'attacher le concours d'un médecin collaborateur libéral dans l'exercice de la médecine d'entreprise. Chacun d'entre eux exerce son activité en toute indépendance, sans lien de subordination et dans le respect des règles de la profession, notamment le libre choix du médecin par les patients et l'interdiction de compérage. Donc, même dans les entreprises, il y a cela. En plus de cela, vous avez ces médecins d'entreprise qui ne sont pas soumis à l'autorité de l'entreprise. Il peut y avoir un directeur général de l'entreprise, mais ce directeur général n'a rien à dire au médecin par rapport à sa pratique. Le médecin doit rester indépendant vis-à-vis de l'administration de l'entreprise et ne travailler que pour le bien des malades. Dans le cas particulier de la médecine du travail, les médecins du travail, quand ils interviennent, c'est souvent pour rechercher le risque lié à l'activité professionnelle d'un agent. Et quand ils trouvent qu'il y a un risque d'un niveau inacceptable, ils vont faire appel aux responsables de l'entreprise pour l'amener à travailler, à diminuer le niveau de risque ou à modifier le poste de travail, ou quelquefois, si c'est une exposition individuelle, parce que l'agent a une prédisposition à un facteur de risque particulier, alors on peut le soustraire ou le changer de poste pour pouvoir préserver sa santé. Et cela, c'est le médecin du travail qui va le dire à l'entreprise, au responsable de l'entreprise, sans dire le motif exact, en fait le motif médical. C'est l'entrepreneur n'est pas obligé de savoir le diagnostic, mais il doit exécuter la décision du médecin du travail. C'est grosso modo. Il peut y avoir aussi, pour ceux qui font de la pratique de la médecine, comme nous dans les hôpitaux, on est des salariés, là aussi, il y a le code de déontologie a prévu certaines situations. Et le code de déontologie, justement pour la médecine, la pratique salariée, c'est l'article 65 qui nous parle de cela. Et cet article 65 dit que le fait pour un médecin d'être lié dans son exercice professionnel par un contrat ou un statut à un autre médecin, une administration, une collectivité ou tout autre organisme public ou privé n'enlève rien à ses devoirs professionnels et en particulier à ses obligations concernant le secret médical et l'indépendance de ses décisions. En aucune circonstance, le médecin ne peut accepter de limiter la limitation de son indépendance dans son exercice médical de la part d'un autre médecin, d'une entreprise, d'un organisme qui l'emploie. Il doit toujours agir en priorité dans l'intérêt de la santé publique et dans l'intérêt des personnes et de leur sécurité au sein des entreprises ou des collectivités où il exerce. Donc, l'article 65 dit, ce n'est pas parce que vous payez un salaire que vous devez ne pas respecter l'indépendance du salarié. Et le salarié, en aucun cas, ne doit compromettre son indépendance, surtout dans le cadre de la pratique médicale. Il est complété par l'article 66 du Code de déontologie qui dit qu'un médecin salarié ne peut en aucun cas accepter une rémunération fondée sur des normes de productivité, de rendement horaire
ou sur toute autre disposition qui aurait pour conséquence une limitation ou un abandon de son indépendance ou une atteinte à la qualité des soins. Donc, on ne peut pas, dans d'autres secteurs, la productivité de l'argent peut être prise en compte pour déterminer son salaire et peut-être lui donner des avantages. Mais en médecine, cela est interdit par l'article 66 de notre code de déontologie parce que la vie humaine, elle est sacrée. Et en consultation, vous pouvez prendre 5 minutes ou 10 minutes pour résoudre un problème de santé parce que c'est relativement simple à gérer et le médecin a géré assez facilement. Mais dans certaines situations, vous pouvez prendre 1 heure, voire plus, pour pouvoir soigner une personne. Et il n'est pas question de bâcler cela pour pouvoir avoir le maximum de personnes dans le but d'avoir plus d'argent. Donc, c'est ce que, en quelques mots, ce que ça veut dire. J'essaie d'expliquer cela parce que je ne suis pas sûr que tous les auditeurs sont des médecins. Tous les médecins connaissent ces articles. Ils sont dans le code de déontologie que tous les médecins connaissent. Et donc, c'est peut-être le public qui ne nous comprend pas souvent, qui peut poser des problèmes dans ces cadres-là. Oui, des obstacles, il y en a. Et ces obstacles, ils sont de plusieurs natures. Et ces obstacles dépendent aussi du secteur d'activité de chaque médecin. Et quand on prend, par exemple, dans les hôpitaux publics, le premier obstacle à l'indépendance, contrairement à ce que les gens peuvent penser, ce n'est pas l'administration de l'hôpital. C'est très souvent les accompagnants. Les accompagnants qui veulent influer sur le médecin pour qu'il prescrive ceci ou qu'il fasse ceci au lieu de faire cela. Donc, ça c'est le premier obstacle. Et très souvent, les médecins aussi, vu les conditions de pauvreté, si le malade qui est là, il n'a pas de moyens de se soigner, le médecin lui-même, son salaire ne le suffit pas, et on n'a pas d'assurance actuellement. L'assurance maladie, l'assurance universelle est en train de s'installer. Il n'est pas encore totalement déployé et donc ça pose encore des problèmes. Donc, quand vous avez un malade dans ces conditions, celui qui a la possibilité de payer a souvent pression sur le médecin pour dire c'est ceci, c'est cela. Et donc, souvent, le médecin est obligé de ne pas trop tirer et peut compromettre un peu son indépendance pour trouver une solution qui soit acceptable aussi bien pour le malade que les exigences des accompagnants. Et donc, c'est des entraves. Si on prend dans le cadre des médecins, par exemple dans le cadre des médecins du travail, bon, ils doivent rester indépendants. Ils doivent rester indépendants, mais très souvent, les chefs d'entreprise ne comprennent pas la chose comme ça, et souvent, ça peut être des discussions, ça peut être des polémiques quelquefois. Et donc, tout ça, ce sont des obstacles. Les obstacles, il y en a de plusieurs natures, et les médecins sont outillés pour essayer de contourner ces obstacles et de pouvoir préserver néanmoins leur indépendance dans le cadre de leur pratique médicale. Ce serait peut-être rappeler l'article 107 de notre code de déontologie, puisque le médecin ne travaille pas seul. Le médecin travaille avec d'autres professionnels de santé. Ce sont
nos collaborateurs immédiats, les infirmiers et infirmières, ce sont nos collaborateurs, les pharmaciens, ce sont les laborantins qui nous aident, ce sont ceux qui feront les examens complémentaires tels que l'imagerie et autres, ou même les nutritionnistes qui vont nous aider. Donc tout cela gravite autour de la santé et le médecin ne peut pas travailler seul. Donc dans le cadre de cette indépendance, l'article 107 de notre code de déontologie dit que dans l'intérêt des malades, les médecins doivent entretenir de bons rapports avec les membres des autres professions de santé. Ils doivent respecter l'indépendance professionnelle de ceux-ci et le libre choix du malade. Donc, on devrait, nous, respecter notre indépendance, mais on devrait aussi respecter l'indépendance des autres professionnels de santé et travailler tous dans l'intérêt du patient et travailler tous à respecter le libre choix, puisque le patient, lui, il a la liberté de choisir celui qui va le soigner. Mais cette liberté, bon, dans certaines conditions. Parce que quand on vient dans le cadre de l'hôpital public ou dans le privé, ça peut ne pas être totalement bien respecté. Mais s'il y a un sujet sur la liberté de choix du patient, on pourrait un jour en parler.